nous allons engager le thème et discuter aujourd'hui des restaurations aux composites. Les composites sont des matériaux donc, qui sont des matériaux esthétiques et excusez-moi. Voilà. Donc, c'est des matériaux qui sont des matériaux esthétiques et dont on a besoin donc pour restaurer les dents antérieures. Parce que les dents antérieures, il y a une obligation donc de respecter la teinte et donc de faire une restauration esthétique. Il faudrait que cette restauration soit donc d'une apparence naturelle. Alors, pour ces composites, nous avons certains paramètres que nous devons respecter. Il faudrait donc respecter 4 critères, dont un qui est biologique, qui consiste en une adaptation marginale et interne de la restauration. 2, compatibilité des matériaux volumétriques. Il faudrait respecter la forme, les dimensions et l'état de surface. Respecter l'occlusion de la restauration pour éviter donc tout contact prématuré. Et l'une des propriétés ou des critères qui sont importants pour respecter cette esthétique, c'est l'optique. Alors, la couleur, le respect de la couleur, il faudrait que ce matériau ait la même couleur que la dent du patient. Une opacité, translucidité, une opalescence et une fluorescence de la restauration. Il faudrait que la restauration soit en continuité avec celle des tissus de la dent. Il ne faudrait pas qu'il y ait une teinte différente, il ne faudrait pas qu'il y ait une opalescence ou une fluorescence différente. Donc, la lumière qui traverse cette restauration va être la même que celle des dents. Et enfin, une intégration au tissu dentaire. Donc, maintenant, une nouvelle conception esthétique, c'est tout l'environnement, donc le sourire, les lèvres et le visage doivent être donc tous représentés dans une dimension pour essayer d'avoir un esthétique maximum avec la continuité de celle des dents, de la gencive et de tout l'environnement. Alors, nous allons définir un petit peu qu'est-ce que c'est un composite. Un composite, donc, c'est une restauration qui est esthétique et qui comprend une matrice et une charge, et les deux sont liés donc par un agent qui va permettre une adhésion chimique et mécanique, et de ce fait, il va considérablement renforcer donc la matrice. Alors, le deuxième, donc maintenant, nous allons discuter de tous les composants du composite. Donc, le composite est composé d'une matrice et d'une charge et d'un liant qui va les relier. On commence par une matrice organique. Cette matrice représente 30 à 50% donc du volume total du matériau. La matrice la plus répandue est la matrice BGMA, parce que c'est Bowen, grâce à cette formule chimique, qui a découvert donc ce matériau qui est composé de 3 molécules de base, le bisphénol A, l'alcool glycidique et l'acide méthacrylique. Vous avez au niveau de votre tableau, au niveau de cette diapo, donc la formule chimique qui est représentée ici et qui constitue donc la base du matériau composite. Alors, la charge, elle peut être minérale ou organo-minérale. Elle est composée de plusieurs particules. Alors, ces particules peuvent avoir une granulométrie différente. Donc, il y a un mélange de granulométrie. Elles peuvent être grandes, volumineuses. Elles peuvent être microparticules ou nanoparticules. Nous verrons tout à l'heure. Donc, dans la classification. Et c'est ce qui va permettre cette classification de ces matériaux. Un agent de liaison, donc cet allongeur va faire un couplage résine-charge et va permettre donc d'assurer une qualité de cette interférence des parties et un bon comportement du matériau.
En plus de ça, nous avons donc des adjuvants qui vont nous permettre, qui vont être rajoutés et qui vont influencer la réaction de polymérisation, par exemple. Nous avons les amorceurs et les inhibiteurs de cette polymérisation. Maintenant, nous allons voir la classification des composites. Cette classification se fera, donc nous avons différentes classifications et nous allons commencer par la classification en fonction de la composition. Alors, donc, elle se fait en fonction de la phase de charge qui modifie les propriétés et intervient directement dans les critères de choix. On pourra distinguer donc des composites conventionnels traditionnels, c'est les premiers qui ont été découverts, et qu'on peut appeler des composites avec une charge macrochargée. Les composites microchargés, homogènes et non homogènes, dont les indications sont surtout esthétiques, les composites hybrides, et maintenant les dernières les derniers composites, donc qu'on peut considérer comme hybrides nanochargés et donc qui sont composés de nanocharges. Alors, la nanotechnologie a permis de fabriquer des charges de dimension inférieure aux longueurs d'onde visibles et par conséquent d'améliorer l'esthétique. Alors, au niveau donc des schémas, vous avez donc différentes charges et vous voyez la grandeur des différentes charges. Vous avez les macros qui sont anciens et puis qui ont été améliorés un petit peu et les microchargés, vous voyez, ils sont très petits. Les hybrides qui sont composés donc en même temps de grandes charges et de microcharges et les nanochargés donc qui sont infiniment petits. Alors, nous avons également la classification en fonction de la polymérisation. Et là, nous avons deux types de polymérisation, donc ce qui va durcir et permettre une réaction chimique qui va permettre le durcissement du matériau. Nous avons donc la polymérisation qui est ce qu'on appelle autopolymérisation, qui va se faire d'elle-même dès qu'on fait le malaxage, donc la réaction chimique commence à se faire. Et la polymérisation photoactivée par la lumière. Donc là, nous avons besoin d'une lampe. Et dès qu'on applique la lumière de la lampe, donc cette polymérisation est activée. Une autre classification, c'est la classification en fonction de l'utilisation clinique. Alors, selon la consistance, nous avons des composites fluides, nous avons les composites de consistance traditionnelle et les composites dits condensables. Donc, en fonction des indications que nous voulons faire, nous choisirons le type de consistance qu'il faut. Pour faire, par exemple, un scellement des plis et fissures pour la prévention de la carie en utilisant des composites fluides. Pour les composites traditionnels, ça va être surtout pour les dents antérieures. Les composites dits condensables, c'est surtout pour les dents postérieures. Alors, selon les propriétés optiques, également, la dent naturelle, alors nous avons l'émail, nous allons déterminer un petit peu la transigidité de l'émail qui est de 70, cette transigidité de la dentine qui est de 40%. Donc la dent est multichromatique, ça veut dire que ce n'est pas la même teinte, ce n'est pas les mêmes. Donc nous serons obligés d'utiliser ce qu'on appelle une stratification de la dent avec des matériaux de différentes opacités. Donc de différentes teintes, de différentes opacités pour représenter exactement donc les couleurs des différents matériaux.
Alors, ici, maintenant, nous allons voir quelles sont les propriétés des composites. Donc, nous avons les propriétés qui sont reliées à la dureté moyenne des composites. Donc, elle est de 100. Donc, les composites, les anciens composites, présentaient une dureté qui était très faible. Et c'est pour cette raison qu'on ne pouvait pas les utiliser pour les temps postérieurs. Alors que maintenant, donc, nous avons quand même une dureté qui s'approche à celle des amalgames. Et c'est pour cette raison qu'avec l'évolution et les nouvelles découvertes et l'amélioration de ces propriétés, nous pouvons les utiliser également pour les dents postérieures. Nous avons une résistance à la compression des composites qui est de 2000 à 3500 km par centimètre carré, une résistance à la flexion de 85 à 110 newtons centimètre carré, la résistance à l'abrasion, donc pour le bis GMA, c'est-à-dire les anciens, elle est de 7 fois moins que l'amalgame, alors que les nouveaux composites, donc, elle est de 2 fois moins. Donc, on a amélioré considérablement la résistance à la friction pour les derniers composites, surtout les nanochargés. Alors, le coefficient d'expansion thermique varie entre 40 et 54. La réaction, donc, la réaction pour l'absorption, donc, et pour la solubilité, toutes ces propriétés, pour la rétraction, pour l'absorption d'eau, pour la solubilité, elle est faible. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il peut, et c'est pour cette raison que nous utilisons donc le composite comme matériau définitif. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas comme ce qu'on a vu auparavant, donc les matériaux temporaires, comme l'oxyde de zinc eugénol, ou bien semi-temporaires, donc comme les oxyphosphates ou autres. Donc, les propriétés biologiques, donc bien sûr, il faudrait que le matériau qu'on utilise, il ne faudrait pas qu'il soit toxique. Donc, il faut respecter tous les critères biologiques. Alors, les composites sont considérés comme un produit légèrement toxique vis-à-vis du complexe pulpodontinaire. Cette compatibilité biologique peut être directe liée au matériau ou indirecte liée à des défauts méthodiques. C'est pour cette raison, justement, qu'on utilise un fond protecteur à l'hydroxyde de calcium lorsque la cavité est profonde. Les propriétés esthétiques, donc, c'est l'un des avantages les plus importants donc, de ce matériau. Les propriétés sont déterminantes qui, par la couleur, par l'indice de réfraction, la translucidité et l'opacité et l'aptitude au polissage du restaurant. Donc, ces matériaux sont très esthétiques si on sait les utiliser et on respecte les différentes étapes. Ici, vous avez une comparaison concernant l'abrasion. Alors, vous voyez en rouge, c'est des composites conventionnels, c'est-à-dire c'est les anciens composites. Donc, vous voyez qu'ils ont un coefficient d'abrasion très important, c'est-à-dire que la durée de vie est très limitée, alors que les composites améliorés, donc, elle est très très faible et elle se rapproche de celle des amalgames. Donc, c'est des composites qu'on pourra même utiliser pour les dents postérieures. Alors, quelles sont les indications? Alors, de nombreuses applications ont été proposées en dentisterie. Alors, nous avons les restaurations des pertes de substance des dents, donc les fractures, les traumatismes, les modifications des formes, donc masquer les malformations et les discolorations
Monsieur, il n'est pas de sang. Allô? C'est bon maintenant? Oui, monsieur, oui. Monsieur, D'accord. c'est les... Donc, je continue. Si vous avez des questions, vous les posez. Hein? Vous m'arrêtez, vous posez vos questions. Bon, Monsieur, on n'entend rien depuis les 3 diapos précédents. je reprends donc les 3 dernières. Oui. D'accord. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À partir de là, les indications. Oui. Alors, donc je reprends. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Pour les indications, ça c'est très important. Il faut comprendre que ce matériau qui est le composite, donc nous n'avons pas un seul composite. Donc, nous avons des composites. Pourquoi des composites? C'est la même, c'est les mêmes matrices, c'est les mêmes charges, sauf que la viscosité diffère. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en parlant, j'ai parlé de la viscosité, de la classification en fonction de la viscosité. Donc, cette viscosité va conditionner les indications. Donc, vous avez les macro-chargés, c'est les anciens qui sont utilisés, qui n'étaient utilisés que pour les classes 1 et 2. Les micro-chargés, c'est les composites les plus esthétiques. Et donc, pour la viscosité moyenne, c'est pour les classes 3, 4, 5 de black. Pour les fluides, elles sont utilisées dans les petites cavités, les microcavités, et également pour le scellement des puits et fissures, c'est-à-dire on scelle les puits et les fissures des molaires dans un cadre de prévention de la carie. Alors, vous avez également les microchargés renforcés. C'est des composites qui sont les plus esthétiques parce qu'ils ont de microcharges et donc qui sont utilisés pour la viscosité moyenne pour les classes 3 et 4 de black. Pour les compactables, c'est pour les molaires, donc secteur postérieur. Pour les hybrides, donc micro-hybrides ou nano-chargés, c'est actuellement les meilleurs composites, c'est les composites de dernière génération qui ont donc des propriétés qui ont été améliorées, que ce soit pour la dureté, pour la résistance, pour la flexion, etc. Donc, c'est les composites qui ont des propriétés qui permettent de les utiliser au niveau presque de toutes les dents et au niveau presque de toutes les pertes de substances dentaires. Donc, vous avez la consistance moyenne qui est universelle, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour les dents antérieures et les dents postérieures. Vous avez les fluides, c'est toujours l'indication au niveau des microcavités et le scellement des puits et fissures des molaires pour la prévention. Vous avez les compactables, donc c'est pour le secteur postérieur, donc c'est les cavités et donc ce composite. Pourquoi justement on remplace la restauration de l'amalgame
avec le composite, d'une part parce que l'amalgame, donc, c'est pour l'esthétique, d'une part, et deuxièmement, parce que donc, on a un souci de conservation des tissus dentaires. Parce qu'avec le composite, il colle à la dent, donc c'est un matériau qui adhère à la dent par une adhésion chimique et mécanique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on va conserver, on ne va pas mutiler la dent et faire des cavités importantes comme pour l'amalgame, telles que les classes 2 et les classes 1, avec les propriétés de rétention, etc. Donc là, on se base sur la cavité elle-même, on fait un bon curetage et on obture. Et donc là, on a un effet esthétique et on a une économie tissulaire. Alors justement, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui vont nous permettre d'utiliser ce composite. Alors, on commence d'abord, après bien sûr un curetage dentinaire, un isolement de la dent et tout ce que vous voulez. Et quand on arrive à l'étape de restauration, donc là, voilà les différentes phases que nous allons faire. Un, c'est ce qu'on appelle le mordonçage ou etching. Alors, le mordonçage, c'est quoi? Donc, c'est un traitement de l'émail par un acide. Alors, au niveau de l'émail, l'émail est mordoncé pendant 30 secondes, la dentine 15 secondes. La matrice, on utilise une matrice qui va protéger la dent voisine. Alors, au niveau de la photo de droite, vous voyez que vous avez de petites cavités qui ont été formées au niveau de l'émail par l'action de l'acide. Justement, alors ces petites cavités, ces micro-cavités, dues à l'action de l'acide, et c'est de l'acide phosphorique à 38 degrés, donc le matériau va rentrer dans ces cavités et il va adhérer par un microclavetage, donc, et donc le composite va adhérer à la dent. Et puis par la suite, grâce bien sûr à un adhésif, c'est en quelque sorte une petite colle si vous voulez, et qu'on appelle un adhésif. Tout à l'heure, je vous parlerai donc de l'adhésif. Alors ici, tout à l'heure, nous avons vu au niveau de l'émail, maintenant au niveau de la dentine. Auparavant, on faisait l'etching et ce mordonçage, cette étape, uniquement au niveau de l'émail. Maintenant, avec les nouveaux composites, nous avons donc l'etching et le mordonçage avec cet acide va se faire au niveau de l'émail 30 secondes, 30 secondes et également au niveau de la dentine, comme j'ai dit, 15 secondes. Alors, pourquoi? Pour augmenter cette rétention. Même au niveau de la dentine, on va utiliser les canalicules dentinaires de la dentine pour également avoir une rétention plus importante et une adhésion du matériau plus importante au tissu dentaire. Donc là, vous avez à gauche une représentation de la boue dentinaire. La boue dentinaire, donc c'est des débris de dentine qui sont observés au niveau de la surface quand on a terminé donc le curetage avec une fraise ou avec un excavateur, et il faut l'éliminer pour dégager justement les canalicules dentinaires pour permettre donc au matériau d'adhérer au substrat dentinaire. Alors bien sûr, donc nous avons respecté le temps, 30 secondes au niveau de l'émail, 15 secondes au niveau de la dentine, et on élimine cet acide par un lavage. Donc, il faut rincer ce gel de mordonçage bleu, comme vous avez vu tout à l'heure, et on va le rincer avec un spray d'eau et d'air important. Il faut bien laver pour éliminer cet acide, puis faire un séchage modéré sur les surfaces. Alors, maintenant, c'est une étape également importante qui est le biseautage de l'émail. Alors, ce biseautage de l'émail va se faire au niveau de l'émail tout autour de la cavité. Et il va permettre donc d'augmenter l'esthétique, il va permettre d'augmenter la rétention
et de diminuer le hiatus, donc l'espace matériau-dent. Alors, on le fait avec une fraise diamantée. Alors, il peut être fait par une angulation au niveau des parois de la cavité. Sa largeur est de 1 mm et parfois, on fait un angle de 45 et maintenant, on dit on peut le faire jusqu'à 25, un angle de 25 degrés, ce qui va permettre donc au matériau de bien couler et de bien continuer avec la paroi de la dent pour avoir un meilleur esthétique, une meilleure adhésion et un meilleur, diminuer le hiatus. Alors, après avoir fait le mordançage, nous devons appliquer donc un adhésif. L'adhésif, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est, si vous voulez, en quelque sorte, une colle. C'est cet adhésif qui va permettre au composite, cet adhésif va pénétrer dans les petites cavités que nous avons créées par la suite au niveau de l'émail, il va pénétrer dans les canalicule au niveau de la dentine, et donc il va permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, un microclattage, un collage donc de cette restauration et avec une finesse du joint. Et puis par la suite, quand on va déposer donc le composite lui-même, il va adhérer chimiquement à cet adhésif et donc nous aurons un composite qui va adhérer parfaitement à la dent. Alors, pour les adhésifs, nous avons différents adhésifs. Alors, les adhésifs, c'est important parce que c'est un autre thème du cours que nous allons voir maintenant. Nous allons faire un petit historique des différents adhésifs. Alors, nous avons des adhésifs de première génération, c'est les plus anciens, donc maintenant qui sont abandonnés, et ils ont été créés en 1952 et jusqu'à 82. Entre 85, 80-85, nous avons eu la deuxième génération, telle que le Scotch Bond, représentatif des esters métacryliques de l'acide phosphorique proposé au début des années 80. C'est donc la deuxième génération. Alors, vous avez le schéma, vous avez deux liquides, une résine et un liquide, et c'est l'adhésif lui-même, et on va les mélanger avec un pinceau, puis on va les déposer au niveau de l'émail et de la dentine. Alors, vous avez la troisième génération. Cette troisième génération est composée donc elle permet donc, c'est ce qu'on appelle les MR2. Alors, vous avez, puis par la suite, la cinquième et la sixième génération. Alors, la sixième génération, à partir de la sixième génération, c'est des composites auto-mordançants, c'est-à-dire qu'il assure en même temps l'action de l'acide et en même temps l'action de l'adhésif. Pourquoi ils ont été créés? Ils ont été créés justement pour diminuer le temps d'exécution des étapes de la pose d'un composite. Et enfin, vous avez le système de septième génération dans les années 2000. Alors, ces systèmes auto-mordançants en seule étape, c'est-à-dire que cet adhésif va être, en même temps, il va faire l'action de l'acide, en même temps l'action de l'adhésif, et donc, en un seul flacon, nous avons la possibilité de faire toutes ces étapes en une seule étape. Alors, tout ça, on va le résumer donc
dans ce petit tableau, vous avez la représentation un petit peu des différents adhésifs qui existent dans le marché. Alors, vous avez le système en 3 temps, c'est-à-dire, nous avons un mordonçage. On fait d'abord un mordonçage, comme on a dit, 30 secondes au niveau de l'émail, 15 secondes au niveau de la dentine. Nous avons un autre flacon qu'on appelle le primeur. C'est un monomère hydrophile plus un solvant qui va permettre d'améliorer donc notre rétention. Et puis par la suite, nous avons l'adhésif en lui-même. Et tout ça, tous ces produits vont être déposés donc au niveau de l'émail et au niveau de la dentine. Alors, nous avons après un autre système donc qui est ce qu'on appelle également les systèmes mordonçage-rinçage. C'est donc vous avez le mordonçage, l'acide, vous avez un rinçage, vous avez un primeur plus la résine. Donc ici, pour ces types d'adhésifs, on a éliminé le primeur. Le primeur et l'adhésif, au début, ils étaient chacun dans un flacon. On les a réunis dans un seul flacon et puis on fait, donc on le dépose et on fait la polymérisation. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les systèmes MR, c'est-à-dire mordonçage et rinçage. À ces types d'adhésifs, nous avons d'autres adhésifs qu'on appelle donc les systèmes auto-mordonçants, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de rinçage. Nous avons d'abord donc le système en 2 temps. Vous avez donc les 2 flacons, c'est ce qu'on appelle les SAM2. Et enfin, en bas, vous avez un seul flacon, donc dans ce flacon, vous avez le primeur, vous avez l'acide et vous avez la résine. Donc, en un seul flacon, on peut faire les 3 actions de l'adhésif. On a besoin des 3 éléments pour faire donc une adhésion dans un même flacon. On le dépose au niveau de l'émail, au niveau de la dentine, puis on fait la polymérisation. Et donc, nous avons notre adhésif qui est mis en place et donc qui va nous permettre l'adhésion du composite. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à cette étape? Parce que c'est important. Il faudrait bien comprendre les différents types d'adhésifs. Parce que vous allez choisir l'adhésif qui vous convient. Si on veut travailler très vite, bien sûr, on va utiliser les automordonçants, c'est-à-dire les adhésifs sans rinçage. Ça va être plus rapide, on n'a pas besoin de laver, on n'a pas besoin d'aspirer l'eau qui va donc nettoyer l'acide, et donc on perd du temps. Ou bien, mais de préférence, mais pour que il y a eu des études qui ont été faites et on a déterminé que les meilleurs adhésifs, c'est les adhésifs où on fait étape par étape, c'est-à-dire on utilise ces 3 flacons. C'est les meilleurs qui donnent la meilleure adhésion. On perd du temps, mais l'adhésion est augmentée et on assure une rétention parfaite du matériau qui va être donc bien déposé et bien adhéré à la dent, et comme ça, il va avoir une durée de vie plus importante. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon, c'est clair? Tout le monde a compris? Vous ne voulez pas que je reprenne